Merci. Donc on va continuer avec nos deux nouveaux invités, Juliette Moreau et David Grezon, ici présents. Avant de vous laisser la parole, Juliette, je souligne que David, qui est à ma gauche, sera notre grand témoin pendant toute cette table ronde. Je vous laisse en faire ce que vous voulez. C'est dit. On va reprendre donc avec un sujet central qui est la place de la santé des femmes dans le numérique. Juliette Moreau, merci pour votre présence aujourd'hui. Vous êtes la fondatrice de MS Life avec d'autres voix du secteur. Vous portez la Femtech, vous œuvrez à son développement et avec l'association Femtech France, vous menez justement plusieurs missions, dont celle d'aider à la création et au développement de projets innovants dans le domaine de la santé des femmes, qui est malheureusement, il faut quand même le reconnaître, moins prise en compte aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est la Femtech d'abord et qu'est-ce que concrètement elle peut apporter à la e-santé et inversement? Et inversement, merci déjà de nous recevoir. La Femtech, c'est toutes les innovations qui tournent autour de la santé des femmes. Alors on pense d'abord à, donc ça peut être des innovations de type molécules, technologiques ou plus directement au digital, dans le digital. Aujourd'hui, la santé des femmes, ça va couvrir, alors on pense immédiatement à toute la sphère génitale, à toutes les maladies à pathologie spécifiquement féminines, mais ça peut être aussi de manière plus large les pathologies où la femme est plus représentée, ou alors des pathologies, je pense par exemple au cardiovasculaire, où la prise en charge de ce type de pathologie chez les femmes est plus lente ou moins connue, ou en tout cas moins passée dans le système de soins. Donc aujourd'hui, ce champ-là, alors vous l'avez dit, c'était très amusant de voir que nos différents intervenants l'ont répété à plusieurs reprises, la Femtech, le secteur qui innove. Tant mieux, il est temps, parce que c'est un domaine sur lequel, pour le coup, vous avez raison, il y a un certain nombre de retards, en particulier en R&D, en termes de santé des femmes, sur lequel l'innovation aujourd'hui commence à pénétrer, et plus particulièrement en e-santé. L'inventrice du terme Femtech, c'est Ida Tine, qui est la créatrice de Clou, qui est une des premières applications de suivi du cycle menstruel. Donc oui, en effet, c'est une thématique qui commence à s'émerger. C'est une thématique qui se retrouve en plus, et c'est ça qui est intéressant dans le contexte actuel, à la croisée de trois secteurs. L'innovation, bien sûr, la santé et le marché de la santé. On a vu que c'était un joli marché, vraisemblablement. Et la transformation sociétale, c'est-à-dire l'acceptation d'un certain nombre de pathologies, et que ces pathologies passent aussi dans le grand public et qu'on puisse en parler, et l'acceptation par les femmes, ou plutôt la non-acceptation par un certain nombre de femmes de pathologies dont elles souffraient ou d'elles souffrent, mais que finalement on leur demandait de vivre avec. Alors, je pense à plein de pathologies, mais en particulier une qui a fait l'objet très récemment d'une belle stratégie et qu'on espère qu'il sera suivi de beaucoup d'autres, autour de l'endométriose. Une stratégie qui va aujourd'hui toucher une femme sur 10. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, il y a une femme sur 3 non ménopausée qui souffre d'une maladie chronique gynéco, et j'exclus les cancers. Donc ça fait quand même une population conséquente et sur laquelle, au quotidien, y compris dans la vie professionnelle, ça va avoir un impact. Donc notre objectif à Femtech France, c'est peut-être un tout petit mot sur notre collectif. C'est un collectif qu'on a voulu créer, qui est tout jeune, parce qu'on a moins d'1 an, qu'on a voulu créer pour réunir d'abord les startups de la Femtech en France. Et vous voyez sur la cartographie qui s'affiche, que j'ai eu l'occasion de voir avant, donc c'est chouette. C'est-à-dire que c'est un document qui circule. Ça représente plus de 80 startups et on continue de recevoir et de voir émerger des candidatures pour apparaître sur cette cartographie. Donc je pense que la prochaine sera encore plus riche. C'était l'objectif donc pour Femtech France, pour nous déjà de montrer que c'est un secteur qui, certes, est très développé à l'international, mais qui émerge aussi en France. Que c'est un secteur qui commence à intéresser les acteurs de l'écosystème, alors que ce soit les grands acteurs type laboratoire pharmaceutique ou encore le secteur assurantiel, mais aussi des investisseurs. On commence à avoir des levées de fonds intéressantes dans le secteur de la Femtech. Et l'objectif aussi, c'était de pouvoir, et je suis très contente que j'ai d'avoir l'occasion d'en parler ici, de pouvoir aussi commencer à échanger avec le monde médical, le monde des soignants, sur ces innovations c'est un sujet dont on avait parlé ensemble en préparant cette interview, qui émerge pour beaucoup
D'abord, alors j'ai pas envie de dire des patientes, parce qu'elles ne sont pas malades, hein, elles sont juste des femmes qui émergent beaucoup, des futures utilisatrices en fait, de ces services. Et aujourd'hui, nous on le voit sur Femtech France, plus de la moitié des structures créées sont créées par des femmes qui ne viennent pas obligatoirement du monde de la santé, mais qui ont elles-mêmes traversé une pathologie, un moment de vie, et qui se sont dit ça aurait été mieux si ça avait été comme ça, et si j'avais pu amener cette solution-là. Et là où c'est passionnant, c'est qu'elles se saisissent de ce sujet-là, donc on est en plein dans la démocratie sanitaire, et ensuite, elles vont chercher les collaborations qui vont bien avec le monde médical, avec le monde technologique aussi et le numérique qui va bien. Et évidemment aussi à travers toute une mise en place de normes, de structures qui vont bien dans ce sens-là. Le deuxième intérêt... je suis très passionnée par mon sujet, mais le deuxième intérêt... Oui, on n'a pas beaucoup de temps, donc tout le monde fait ça très rapidement. Juste à 2 secondes, parce qu'il a été évoqué avant, et j'aurais bien aimé quand même le mettre. Le deuxième intérêt de la Femtech, c'est qu'elle commence à permettre de réunir de la donnée sur la santé des femmes. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de faire le lien avec le point précédent. Dans un contexte en Europe où cette donnée-là est mieux protégée, donc où du coup on peut avoir de la donnée individuelle sur des pathologies qui aujourd'hui sont mal ou peu connues et qui aujourd'hui émergent à travers ces outils-là. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour Juliette. vos réponses. Merci Juliette, et on va donc enchaîner avec vous, David Gruson. Alors, grand témoin, c'est une lourde tâche, hein, vous savez, hein, chaque année pour essayer de, voilà, en quelques minutes de voir par rapport à ce que vous avez pu entendre depuis ce matin, mais peut-être en quelques mots, on connaît votre parcours hospitalier, votre expertise aussi dans les technologies de l'IA, de l'éthique, qui est un sujet qui vous tient à cœur. Vous aussi, vous écrivez des livres. Alors, science-fiction, enfin voilà, je vous les invite également à les découvrir. Donc voilà, quel regard vous portez par rapport à ces tendances? On a toujours envie au niveau de cette conférence d'avoir l'avis des patients, l'avis des problèmes de santé, et puis des acteurs comme vous qui avez une vision un peu holistique du système de santé. Merci déjà de l'invitation. Moi, j'aurais envie de réagir à l'intervention précédente. Merci de cette intervention et l'émergence de l'écosystème Femtech. Il est tout sauf anecdotique. C'est peut-être même la raison d'être de la e-santé. Le fait qu'on arrive à faire émerger des besoins pour plus de 50% de l'humanité, le fait que le vecteur de la santé digitale permette de les faire émerger, et une bonne raison de soutenir le numérique en santé, peut-être la raison principale. Et derrière ça, plus largement, je pense qu'une des vertus de la transformation digitale, je regarde Jacques Lucas qui est en face de moi, c'est peut-être de casser un certain nombre de silos qui étaient structurels dans le système de santé, qui empêchaient cette approche transversale de besoins de santé de populations aussi importantes que les femmes. Et donc du coup, la réflexion vaut d'ailleurs de même sur la fracture dans le système de santé entre le champ sanitaire et le champ médico-social. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans la santé numérique pour la prévention de l'autonomie. Et je fais le lien avec le sujet qu'on porte avec Ethikia, qui est, comme vous le savez, la garantie humaine de ces solutions numériques et intelligence artificielle. C'est une bonne nouvelle au début 2023. On est à quelques semaines de l'adoption définitive du règlement européen sur l'IA, l'AI Act, qui incorpore une notion que vous avez contribué, Jérôme Moissigny, à apporter avec pas mal de gens qui sont présents aujourd'hui, cette idée de mettre sous supervision humaine ces solutions numériques dans la phase de conception, dans l'application en vie réelle, en y appliquant les professionnels et les représentants des patients. Et je pense que ce n'est pas du tout un hasard que parmi les précurseurs de la garantie humaine de l'IA, il y ait pas mal de ressortissants de l'écosystème Femtech. Je regardais la cartographie, je tombais sur Simone, qui est une des premières solutions avec qui on est engagé sur des solutions de garantie humaine de l'IA. Il y a une sensibilité à ces enjeux éthiques peut-être encore plus particulière dans ce secteur. Donc il va falloir s'y préparer, c'est ce qu'on essaie de faire avec Ethikia. Dans 2 ans, l'AI Act entrera en vigueur avec la même portée opposable que le RGPD. Et je suis très sensible au fait qu'ici, à Future for Care, Agnès, Jeanne, à Paris Santé Campus, il y ait des écosystèmes qui portent cette notion-là avec des prismes complémentaires. Ici, on va être sur cette dimension d'incubation de start-up pour essayer de faire vivre cette notion.
notion qui a émergé dans les travaux de la loi de bioéthique, qui a maintenant une portée européenne. Et si vous voulez avoir une vision un peu globale de ces enjeux, je me permets de vous inviter à lire l'avis 141 du Comité consultatif national éthique qui vient de sortir, qui est avis 141 du CCNE et avis 4 du Comité pilote d'éthique du numérique, qui font un tableau de ces solutions, mais aussi des enjeux éthiques associés. Donc la garantie humaine avance. On présentera dans quelques jours avec le Digital Medical Hub de la PHP la première labellisation en garantie humaine des solutions d'IA. Un process s'engage en normalisation avec l'AFNOR. Et donc ça, c'est un travail qui est maintenant très, très opérationnel en fait. Merci David. Et on continue à vous suivre également sur les réseaux. Vous êtes assez, partager beaucoup d'informations. Un petit mot, si vous permettez, Jérôme, pour vous parler de Lumines, dont je dirige les activités santé. Parce que dans l'IA en santé, nous, ce qu'on fait côté Lumines, ça a déjà été évoqué tout à l'heure avec l'intervention du collègue de CGDIM, c'est une notion d'IA qu'il faut pas perdre de vue, c'est l'IA de back-office du système. Oui. Elle est très importante. Il faut structurer cette IA d'admission, la digitalisation des dossiers médicaux. Il y a encore des tonnes de papier dans le système de santé. Et on avance pour digitaliser tout ça avec le soutien du Health Data Hub pour essayer de donner la matière première de données de santé qualifiées qui permettront derrière aux acteurs de l'innovation de développer les solutions formidables que vous travaillez dans cet écosystème. Donc bravo à vous de vous structurer. Je forme le vœu que votre écosystème Femtech soit porte-drapeau de la garantie humaine du numérique et de l'IA. Pour cette année, ce sera un beau signal. Merci. Un grand merci David pour avoir accepté d'être grand témoin. On continue à vous suivre, comme je disais, sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à utiliser le hashtag e-santé 2023 pour également interagir avec David Gruson. Je propose de poursuivre, Jérôme, avec la dernière table ronde de cette deuxième partie. On n'a absolument pas terminé. Mais je vous propose d'accueillir nos prochains intervenants. Merci à tous les deux. Merci.